6h30, 9h, les matins de France Culture. Astrid de Vilaine. Pour la première fois de son histoire, le Japon a élu une femme à la tête du gouvernement. Mardi dernier, le 21 octobre, Sanae Takaichi, figure conservatrice du Parti libéral-démocrate. Elle incarne la continuité nationaliste de son mentor et ancien Premier ministre Shinzo Abe et une rupture politique majeure dans un pays marqué par le patriarcat. Son accession au pouvoir après des semaines de crise politique s'appuie sur une alliance fragile avec le Parti conservateur. Admiratrice de Margaret Thatcher, partisane d'un renforcement militaire et d'une relance économique, elle redéfinit les priorités du Japon dans un contexte de rivalité régionale avec la Chine et la Russie, alors que se prépare une rencontre avec Donald Trump. Bonjour Guibourg de la Motte. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut national... Professeur. Professeur en sciences politiques à l'INALCO et chercheuse à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. C'est tout à fait ça. L'IFRAE. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette nouvelle première ministre qu'on découvre un peu ici en France et en Europe ? Alors effectivement, elle a un profil atypique, bikeuse, ancienne rockeuse, etc. Elle est très populaire. Écoutez, là, je regardais un sondage avant de venir vous voir. 71% de taux de satisfaction, à en croire le journal conservateur Yomiuri. 80% chez les 20-40 ans, 18-40 ans, et équivalent chez les hommes et chez les femmes. Donc c'est un succès que la coalition qui a été nouée avec le Parti de la Restauration semble avoir conforté. Dans quel contexte a-t-elle accédé au pouvoir ? Dans un contexte un petit peu difficile pour le parti qui se remet de scandales, dont les factions, c'est-à-dire les structures internes, ont été dissoutes et qui donc doit se reconstituer, se rassembler. Et puis, c'est un parti qui est aussi devenu impopulaire. Donc là, les taux de soutien montrent que la population est satisfaite de l'élection, c'est bien. Mais c'est quand même un parti qui certainement va devoir convaincre encore à nouveau, disons, puisqu'il est au pouvoir depuis très très longtemps au Japon. Madame Sanae a donc un petit peu de temps devant elle. Elle a en principe un mandat de 2 ans devant elle. Elle, au-delà de tout ce que vous venez de nous décrire dans ses passions, dans sa personnalité, ce n'est pas une inconnue de la scène politique japonaise. C'est pas une inconnue, en même temps, c'est pas quelqu'un qui est une héritière en politique. Elle n'avait pas un père, un grand-père en politique. Son père était policier, sa mère était salariée. C'est une femme qui donc a fait sa carrière en politique seule, enfin accompagnée ensuite auprès de Abe Shinzo, et elle a trouvé un mentor, ce mentor. Mais enfin, elle n'a pas hérité de son siège disons que sa personnalité est certainement pour beaucoup dans son succès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes ces histoires de coalition et pourquoi, finalement, le Japon a été confronté, j'allais dire comme nous, à toutes ces crises politiques ? Eh bien, le parti a perdu sa majorité à la Chambre basse. Il a perdu également la majorité à la Chambre haute. Donc, il est en minorité. Alors, il est toujours en majorité en fait simple, mais il n'a plus la majorité absolue dans aucune des 2 chambres, ce qui est une première de son histoire. Donc, les élections générales, c'est-à-dire les élections à la Chambre basse, ont eu lieu en 2024. Et le parti, étant en minorité, a dû, ayant décidé de renouveler la personne qui était à sa tête, donc le Premier ministre, a dû se doter d'une nouvelle présidence. Et à l'issue d'une lutte serrée, c'est donc Madame Takaichi qui a été choisie. Grâce au basculement, en fait, qui a été crucial de 18 membres, d'une faction conservatrice, la dernière qui subsiste, en fait, dans le parti, c'est-à-dire ces groupes dont je vous parlais, qui structurent le parti. Là, ces groupes ont été démantelés, dissous, ils ont disparu, ils ont été interdits à l'issue des scandales politiques. Il en reste un qui a été décisif. Quelles sont ses inspirations politiques ? Alors, elle est dans une lignée conservatrice. On le voit d'ailleurs à l'accord de coalition qui est très instructif. Enfin, ce qui est mis en avant, c'est la défense. On en parlera. La défense, c'est la vision du monde et de la place du Japon dans le monde. C'est aussi un projet de réforme sociale, à la fois de dépenses sages de la part de l'État. C'est-à-dire que c'est pas une politique de rigueur du tout qui est proposée, mais c'est une politique de dépenses responsable qui
qui vise à... et puis de réforme des systèmes de sécurité sociale qui sont très endettés, enfin disons, dont les dépenses sociales au Japon pèsent très très lourd parce que la population est vieillissante. Et donc le programme apparaît comme conservateur sur la question de la révision de la Constitution et de la place de la famille impériale. Disons que le choix est fait résolument d'une lignée successorale mâle. Mais il y a d'autres points dans l'accord de coalition qui sont moins conservateurs. Lesquels ? Par exemple, un point sur lequel on l'attendait, c'est la possibilité pour les femmes de conserver leur nom de famille. Je dis pour les femmes, en réalité, le droit est égalitaire, bien sûr. Et donc, en fait, il y a un nom de famille par foyer. Ce qui amène souvent les femmes à abandonner leur nom de famille en pratique. Et le parti libéral-démocrate est plutôt opposé. Il commençait à en parler un peu, mais était plutôt opposé à l'idée d'avoir plusieurs noms par foyer. Et là, dans l'accord de coalition, on voit que la mesure qui est proposée, c'est de permettre de conserver un nom par foyer, mais de permettre en pratique un nom d'usage pour les fonctions sociales, enfin dans la vie du quotidien. Certains la décrivent comme révisionniste, notamment parce qu'elle avait pris l'habitude, je crois qu'elle a arrêté cette année, de se rendre au sanctuaire Yasukuni dédié aux soldats morts au combat de l'Empire japonais entre 1867 et 1951. Est-ce que vous partagez cette attaque ou cette description ? Disons qu'elle est conservatrice sur les questions historiques, mais c'est pas parce les hommes politiques qui se rendent au Yasukuni ne sont pas tous révisionnistes. Enfin, en particulier, Koizumi, qui s'y est rendu, n'était pas révisionniste. Et puis, il faut s'entendre un petit peu sur ce qu'on veut dire par révisionniste. Enfin, elle n'est pas négationniste. Elle ne souhaite pas, je pense, que disons, les crimes de l'armée impériale soient rappelés sans cesse et toujours mis en avant au détriment de choses un peu plus, disons, valorisantes pour le Japon. Alors, vous avez commencé à l'aborder, Guy Bourde-Delamotte, professeur en sciences politiques à l'INALCO. Cet article 9 de la Constitution japonaise, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Il a été voté il y a très longtemps et elle veut le remettre en cause, c'est bien ça ? La révision de la Constitution est une question qui taraude le Parti libéral-démocrate depuis sa fondation en 1955 et c'est au programme de son acte fondateur, disons. Alors, c'est une Constitution qui a été poussée par le contexte de l'occupation et puis largement rédigé par les autorités d'occupation, mais auquel les Japonais, la diète japonaise à l'époque, le Parlement a tout à fait adhéré, l'a voté, l'a amendé, etc. Et depuis, c'est une constitution qui fait vraiment partie de l'identité japonaise, en particulier grâce à cet article 9, qui renonce à l'usage de la force et en particulier, si on le prend à la lettre, empêche le Japon d'avoir un potentiel militaire, c'est-à-dire y compris des forces d'autodéfense, mais l'interprétation qu'en a été donnée très rapidement dans le contexte de la guerre froide, c'est que bien sûr des capacités de défense, d'autodéfense étaient autorisées, et c'est dans ce contexte que le Japon a pu développer une armée, des capacités de défense, dans un contexte où de toute façon il avait une alliance avec les États-Unis, un traité qui l'obligeait à se réarmer à terme. Qu'en pensent les voisins du Japon de cette volonté de se réarmer ? Et peut-être un mot aussi sur la région, les conflits ou pas dans cette région du monde. Alors, la Corée du Sud est assez réceptive, en fait, à une coopération maintenant avec le Japon dans le domaine de la défense, ce qui est formidable. C'est vraiment, en fait, la chose semble plus certaine, disons, depuis l'élection d'un président qui est démocrate, donc plutôt de gauche, en Corée du Sud à l'été dernier. C'est toujours un point qui est un peu sujet au doute, disons, dans quelle mesure la coopération qui a été mise en place par des conservatrice va pouvoir se maintenir avec la Corée du Sud. Néanmoins, évidemment, la Corée du Sud reste assez prudente dans la manière dont elle, par exemple, elle accueille l'élection de Madame Takaichi. Mais enfin, les signes de coopération, de possibilité de coopération avec la Corée du Sud ont été donnés et il est possible qu'on s'engage vers une voie un petit peu plus productive que celle qui, disons, consiste à rappeler sans cesse les douleurs liées à l'occupation, même s'il ne s'agit pas de les oublier, bien sûr.
Un mot, La Chine. Allez-y. Alors la Chine, évidemment, elle est sceptique et critique, mais enfin là, il faut se rappeler, en fait, ne pas inverser, disons, les barèmes. La Chine, qui donc a la la première flotte du monde maintenant, d'ailleurs depuis 2020, en nombre de bâtiments. La flotte, qui est une puissance militaire maintenant et qui continue de produire des navires et les modernise et a des capacités de défense très impressionnantes. En fait, on est dans ce contexte-là, c'est à ce contexte que le Japon fait face et donc il réagit. Donc la Chine accueille mal ce contexte, enfin la volonté du Japon de s'armer davantage, mais il faut bien reconnaître que le Japon a toute raison, malheureusement, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et la Chine, de s'équiper davantage. On attend sans doute une rencontre entre cette nouvelle première ministre et Donald Trump. Est-ce qu'elle est confirmée et que vont-ils se dire, à votre avis? La question des droits de douane, peut-être? La question des droits de douane, effectivement, Madame Takaichi a dit qu'elle souhaitait rouvrir la négociation qui a eu lieu avec Monsieur Trump. Bon, elle sait bien certainement que c'est une négociation qui n'est pas facile. Et elle a d'ailleurs accueilli dans son cabinet, comme ministre de l'économie, l'ancien négociateur de Monsieur Ishiba, son prédécesseur. Donc c'est le signe qu'elle rend hommage quand même au travail qui a été fait, et puis aussi qu'elle veut réconcilier le parti, rassembler le parti. Donc avec Monsieur Trump, c'est le contexte régional, je pense, qui sera abordé, outre cette question donc des droits de douane et puis d'autres questions éventuellement. Mais effectivement, ce qui pourrait être favorable, disons, à une bonne entente avec M. Trump, c'est que elle est, elle, disposée à voir les dépenses de défense augmenter encore davantage. Pour le moment, le cap qui a été fixé, c'est 2%. Dans l'accord de 2% du PIB, dans l'accord de coalition, il est question d'aller même au-delà éventuellement. Eh bien, merci infiniment, Guy Bourg-Delamotte, professeur en sciences politiques à l'INALCO, d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h30 sur France Culture.